Alpha Bakar Bari, bonsoir. Bonsoir les amis, ça va? Allô, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bien, nous allons bien ici, nous espérons que vous allez aussi bien. Ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Alors, vous êtes le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les premières épreuves des examens nationaux ont été lancées du côté de l'enseignement technique aujourd'hui également, tout comme l'enseignement préuniversitaire. Dites-nous, est-ce que ces épreuves ont été lancées avec un slogan particulier? Bonsoir à tous, merci de me recevoir dans votre émission cet après-midi. Un slogan particulier, non. Nous sommes dans une optique d'amélioration des conditions d'examen, enfin des conditions d'évaluation de l'ensemble des apprenants du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et de façon générale dans l'ensemble du système éducatif guinéen. Et donc le slogan, c'est s'améliorer chaque jour, chaque année, certainement, mais un slogan particulier, non. Même pas tolérance zéro? Comme par le passé, ou tolérance zéro vers l'excellence? Ou l'excellence tout court? Dès qu'on évalue quelqu'un, ça veut dire qu'on ne tolère pas un certain nombre de choses, notamment la triche et les raccourcis. Et pourquoi cette rupture avec cette tradition, si on peut le dire ainsi, monsieur le ministre? Si vous avez remarqué, depuis le 5 septembre, on est en train de rompre avec beaucoup de traditions. Hein. Et vous n'avez pas besoin de le crier, c'est ça? Non, pas du tout. On le fait doucement, sereinement, et on s'assure que chaque jour qu'on fait une nouvelle réforme, on engrange des résultats qui sont bénéfiques pour l'ensemble des apprenants de Guinée. Alors, quelles sont les réformes avec lesquelles on est allé avec les examens de cette année, les innovations? Moi, je pense qu'au niveau de l'enseignement technique, ce qu'il faut d'abord noter, remarquer, c'est que cette année, et c'est très très heureux pour tout le monde, c'est que vous avez plus de 60% de jeunes filles qui sont en évaluation cette année sur l'ensemble des effectifs. Sur près de 25 000 candidats, vous avez 60% de jeunes dames qui sont en évaluation. Ça veut dire que 60% de ces femmes-là, de cette cible que nous avons, a validé les 3 années de formation ou 2 années de formation selon les diplômes qu'ils sont en train de rechercher. Ils sont allés au terme de leur formation, ce qui est extrêmement positif pour nous. La deuxième chose, c'est que cette année, nous avons des effectifs maîtrisés parce que nous avons procédé à une opération de biométrisation depuis le début de l'année 2022, ce qui veut dire que nous savons exactement le nombre de personnes qui passeront les examens cette année. Chaque candidat va avoir un numéro d'identifiant unique qui va être porté sur son diplôme. Cela est un ajout au dispositif de sécurisation des diplômes chez nous. Et puis tous les résultats sont disponibles en open source, donc en accès libre sur le site Parcours Pro Guinée. Parcours Pro Guinée que nous avons lancé il y a quelques mois et qui consiste justement à digitaliser l'ensemble du processus, non seulement de formation, mais aussi d'accompagnement de l'apprenant jusqu'au niveau de l'emploi. Oui, monsieur le ministre, à ce niveau, par rapport à ce numéro d'identifiant, la crainte est que dans l'avenir, il faudrait s'y attendre. C'est avec ceux qui ont passé les examens bien avant cette promotion ou bien avant cette année, avec ces numéros, est-ce que ça ne peut pas remettre la qualité de leur diplôme dans un futur proche? Est-ce que vous avez mesuré les inconvénients qui peuvent naître ou qui peuvent découler de cette mesure que vous avez prise? L'innovation, elle est comme ça. Elle apporte de la sécurité. Les anciens diplômes sont tout autant valables. Il faut juste justifier ou prouver de l'effectivité de ces diplômes-là ou de la régularité de ces diplômes. Ce qui est intéressant avec les numéros d'identifiant uniques, c'est qu'on dira qu'à partir de 2022, tout apprenant de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui s'est régulièrement inscrit a été inscrit et a été biométrisé, et ces informations sont stockées quelque part et un processus d'accompagnement est mis en place pour l'amener jusqu'au niveau de l'emploi ou du chômage. Et quand il est au chômage, on sait exactement le nombre de personnes au chômage ayant obtenu un diplôme de l'enseignement technique, et du coup ça nous permet de nous projeter dans le futur.
Donc pour nous, c'est important qu'on ait cette innovation. C'est constructif, c'est beaucoup plus positif que si on ne l'avait pas et qu'on restait dans le flou des approximations. Alors, toujours pour la suite à la question de Marouane, pour le numéro d'identifiant unique, est-ce que du coup, vu que vous avez instauré certaines innovations cette année, il ne devrait pas y avoir un processus de vérification et d'authentification des précédents diplômes comme ça pour uniformiser ça? Parce que, a priori, il y a déjà un a priori de doute sur les anciens diplômes. Et la seconde question que je voudrais poser, c'est, vous vous félicitez du fait que parmi l'effectif de ceux qui font l'examen de sortie cette année, 60% sont des femmes ou des filles, la jeune féminine en tout cas. Est-ce que en soi, c'est un progrès? Parce qu'on peut imaginer que à la base, à l'entrée, les filles étaient surreprésentées parce que généralement, c'est elles qui décrochent le plus à l'enseignement à l'enseignement préuniversitaire et qui sont du coup systématiquement reversés dans l'enseignement technique. Alors, je vais vous dire, si vous prenez les statistiques globalement, vous avez une note de satisfaction. Si vous entrez dans les détails de ces statistiques, Allô? Allô, vous êtes là, monsieur le ministre? Allô? On a été interrompu là, on va essayer de le rappeler très rapidement pour répondre à cette question et puis le débat va se poursuivre sur le lancement de façon générale des examens nationaux, session 2023, en tout cas du côté de l'enseignement préuniversitaire pour le certificat d'études élémentaires, encore appelé entrée en 7e année, c'est un total de 344 338 candidats, dont 156 740 filles. Et le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui a aussi donné son OK pour participer à cette émission au téléphone, bien entendu, puisqu'il a lancé la toute première épreuve du côté de Sigiri. On essaye de l'avoir, mais voilà, on me fait signe qu'il est encore... Alors, monsieur le ministre, vous êtes là? Oui, Dioma, je suis là. Alors, allez-y, je oui, disais sans que se bannir. globalement, si vous prenez les statistiques, nous sommes satisfaits qu'il y ait des jeunes filles d'un aussi grand nombre qui ont validé 3 années de scolarité chez nous. Ça, c'est extrêmement positif. Est-ce que nous sommes satisfaits de cela? Pas tout à fait, parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de femmes. Parce que si vous regardez, la majorité des gens inscrits, et de ces 60% sont inscrits en école de santé. Est-ce que nous sommes satisfaits? Non, parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de jeunes filles inscrites en ingénierie, en BTP, dans les sciences techniques, dans les filières techniques de la formation professionnelle, pour que nous puissions obtenir une balance de ce niveau-là, à ce niveau-là également, et que l'on puisse encourager beaucoup plus de jeunes filles dans d'autres métiers qui ne soient pas des métiers traditionnels, dits traditionnels faits pour les jeunes filles, comme sage-femme, aide-soignante ou conseillère en santé ou couturière, etc. Nous voulons voir des femmes carreleurs, nous voulons voir des femmes mécaniciennes, nous voulons voir des femmes menuisières. C'est cela la diversité que nous cherchons et la balance du genre que nous cherchons. La première question, c'est sur l'identifiant unique, le numéro d'identifiant unique. Allô? Oui. Alors, je demandais, est-ce que vous ne devriez pas lancer peut-être un processus de vérification ou d'authentification des anciens... Oui, je me souviens de cette question. Oui, c'est un processus. Écoutez, nous sommes dans un processus. Cette année est une année pilote qui a été validée et qui a été extrêmement positive pour le numéro d'identifiant unique et la biométrisation. Ce que nous allons faire c'est que nous allons d'abord élargir cette initiative au secteur privé de l'enseignement technique. Donc les écoles privées sont aussi embarquées sur Parcours Pro avec un numéro d'identifiant unique parce que le diplôme il est national, il est reconnu de façon nationale. Si nous arrivons à fixer l'année 2022, nous allons bien entendu faire une rétrospection sur les anciens diplômes et inviter les anciens diplômés à venir s'enrôler graduellement. Cela va nous permettre justement d'éliminer les cas de fraude, d'installation irrégulière, de diplômes obtenus de façon irrégulière, et cela va permettre justement d'obtenir des données fiables et intègres qui nous permettront de nous projeter et d'avoir une analyse assez objective du secteur et de conforter nos prises de décision pour les prochaines années. Alors, parlant des branches techniques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos écoles sont suffisamment équipées pour les cours pratiques et qui pourraient éventuellement intéresser ou susciter de l'engouement autour de ces branches?
Écoutez, non, nous ne sommes pas à 100% prêts. Je pense que pour les 10 prochaines années, ça va être compliqué de répondre. Vous savez, de façon globale, les statistiques le disent. L'Afrique a une démographie extrêmement jeune, donc il y aura de plus en plus de jeunes qui vont vouloir aller dans les universités, dans les écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle. Nos États, dans la configuration actuelle des budgets, ne peuvent pas répondre de façon satisfaisante aux besoins en situation de salle de classe. C'est pour cela que nous explorons ce qu'on appelle des situations alternatives de formation, qui ne nécessitent pas forcément des salles de classe et des équipements qui sont installés dans des ateliers. C'est pour ça que nous privilégierons à partir de la fin 2023 et début 2024 un système de formation par l'alternance en mettant en contribution le secteur privé qui dispose d'outils et d'ateliers capables de recevoir un plus grand nombre de jeunes et donc d'assurer la continuité de la mission pédagogique que nous initions dans les écoles. Cela va élargir le spectre et la capacité d'accueil de l'enseignement technique de la formation professionnelle et permettre à des jeunes d'acquérir des compétences et transférer des gestes techniques de façon continuelle et diversifiée. Alpha Bakar Bari, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci à vous d'être passé dans cette émission. On va tenter de l'avoir. Il avait dit qu'il quittait Sigirim pour Kindia parce que c'est à Kindia demain il va lancer les autres épreuves toujours au compte de ces examens nationaux. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Awinga. En attendant, je le disais tout à l'heure, ces examens ont été lancés sur fond de tristesse. Oui, sur fond de tristesse avec ce qui s'est passé, vous l'avez dit, à Balato, à Kouroussa. Je sais pas, c'est difficile, c'est difficile. Des jeunes filles, on en parlait tout à l'heure, la forte représentativité des femmes, notamment dans l'enseignement système, qui s'étaient déplacées pour rejoindre leur centre, qui malheureusement ne rejoindront jamais ce centre, qui n'ont malheureusement pas pu participer au lancement des épreuves de ce matin. C'est un drame qui nous interpelle par rapport notamment aux infrastructures scolaires, par rapport aux infrastructures de transport. Des efforts ont été consentis, des efforts sont en train d'être consentis, mais ce drame nous rappelle que les défis demeurent toujours grands. Et ils sont très énormes. Voilà. Oui, Habib Marouane. Que Dieu ait leurs âmes. Amen. Oui, c'est triste. C'est triste, mais je pense que l'année passée aussi, on avait connu le même drame. Je pense que c'était avec des élèves au niveau du BEPC, si j'ai bonne souvenance. C'est pas une première. Bon, cela aussi révèle un peu la situation du manque d'infrastructures scolaires dans notre pays, parce que parcourir toute cette distance pour aller passer les examens dans un autre village ou traverser des fleuves, des marigots, je pense que ce sont des risques qui sont énormes. Maintenant, par rapport à la communication du ministre Alpha Bakar, je pense qu'ils sont en train de mettre les charries avant les bœufs. Parce que sur la question de l'identifiant, avec les explications du ministre, je ne sais pas, parce qu'il pense que le diplôme n'est valable qu'au niveau national, ce n'est pas une réalité. Donc ça va au-delà. Imaginez que les promotions ou les sortants antérieurs, ils viennent avec un nouveau numéro, avec un nouvel identifiant. Vous imaginez, alors que les premiers numéros qui sont attribués, c'est avec la promotion de 2023. Je pense qu'il y aura un chevauchement. Il y aura un chevauchement parce qu'on ne pourra pas justifier, on ne peut pas aller dire à des gens de l'extérieur pour dire non, c'est à partir de cette année qu'on a commencé à attribuer, donc voici le processus. Les numéros de ces gens qui sont là seront quand même des premiers numéros, alors que ce n'est pas, on devrait commencer par les anciens. C'est un processus qui devrait commencer et au fil du temps, on devrait enchaîner avec ceux qui devraient sortir. Mais commencer par ceux qui sont là et vouloir certainement authentifier les autres diplômes, je pense que ça peut poser des problèmes dans l'avenir aux détenteurs de ces anciens diplômes. Ça, c'est un. Deux, au niveau de la massification comme critère qui expliquerait la performance qu'ils ont ou les résultats qu'ils ont obtenus, je pense qu'on évalue 3 années d'études. C'est des apprenants de Alpha Condé qu'on est en train d'évaluer. Jusqu'à preuve du contraire, ces gens qui sont
actuellement qui sortent cette année, c'est des gens. Donc si aujourd'hui on pense qu'avec la massification de la couche féminine au niveau où l'intérêt que cela suscite pour l'école professionnelle, cela s'expliquerait par des réformes, je pense que alors ces réformes sont à mettre au compte du régime d'Alpha Condé. Donc ça, je pense qu'il l'a dit d'une certaine façon. Ce n'est même pas, on ne peut même pas s'en réjouir. Non, mais c'est ça parce que le gros du lot, c'est plus en santé, quoi. Oui, mais il parle de réformes. Voilà, donc ça a été la question de M. Condé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans les propos, mais il n'y a pas d'assez d'innovation dans ce qu'on est en train de voir. Il n'y a pas je ne vois absolument rien qui puisse aujourd'hui m'exciter pour dire qu'il y a eu du travail qui a été fait. Le lancement des examens, les premières épreuves dans leur ensemble. Il y a vraiment des efforts à fournir. Alors, la première des choses, on s'incline à la mémoire des disparus, de ces élèves qui étaient enthousiasmés, qui devraient pour la première fois passer des examens, et malheureusement ça a tourné autrement. Mais je pense que cette question ne doit pas rester focus sur la responsabilité, si vous voulez, des autorités éducatives, ou dire par exemple c'est parce qu'il n'y avait pas d'école. Chaque année, dans ces localités, on est obligé de prendre des risques très élevés pour faire traverser les enfants pour ces évaluations. On connaît la période d'évaluation. Je pense que les autorités préfectorales, sous-préfectorales devraient se dire que chaque année, nous avons une possibilité à la fois de protéger, de former, mais aussi de veiller à ce que les enfants là arrivent dans ces centres dans de meilleures conditions. Il y a des routes qu'on pouvait emprunter. On dit que la route, elle n'est pas bonne, mais au-delà, il y a un problème de moyens qui empêchait les responsables de cette école, par exemple, de placer un véhicule qui pourrait conduire les enfants au niveau de ces écoles-là. Pour contourner, Pour contourner, en fait. Donc, je pense que si les autorités préfectorales pouvaient fournir suffisamment d'efforts, que ce soit la direction préfectorale, parce qu'on sait quand même que chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est des risques. On pouvait trouver un moyen pour éviter, surtout que c'est tombé, si vous voulez, je dirais pas en début des grandes pluies. Ça veut dire que le fleuve ou le marigot, c'est clair qu'il y a assez de mouvement, il y a assez de vagues. Il y a eu de l'agitation. Vraiment penser à trouver une solution alternative. Maintenant, par rapport à ces examens, à mon avis, c'est du gâchis. Ah bon? C'est du gâchis. On n'a plus besoin vraiment d'organiser des examens d'entrée en 7e année. Il faut voir dans d'autres pays, on a dépassé ce cap-là. Les élèves, vraiment, on n'a pas besoin d'investir autant d'argent pour des examens d'entrée en 7e année. Le diplôme n'a pas de sens, et les élèves qui sont là, je pense que s'il y a une rigueur, on peut bien les évaluer, et puis les meilleurs passent pour la 7e année. Mais ces dépenses et tout ce qui s'ensuit, tout le fond, c'est parce que justement, c'est parce que c'est devenu une vache laitière qui n'est pas reconnue, qui n'est pas demandée. Je pense que c'est une vache laitière. On sait que pour son organisation, c'est le plus gros pan du budget. Mais bien sûr, mais bien sûr, dans l'organisation c'est coûteux pour l'État, et en termes de résultats, à mon avis, il n'y a rien. On pouvait s'en passer et faire en sorte quand même que les évaluations soient très rigoureuses, mais après, on attend le BEPC pour évaluer les enfants. Je crois qu'il faut revoir cette méthode-là. On s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de mettre un centre d'examen dans cette localité où il y a eu ce drame, parce que on a écouté le ministre dire juste après. C'est vraiment dommage. Hein, parce qu'on attend après tout ça, on vient pour dire que l'année prochaine, c'est promis, on va vous mettre en centre. Ça veut dire que c'était possible. Alors ça relance la problématique pour ce qui est des infrastructures scolaires. Je pense qu'il n'y a même pas une semaine, on a débatté ici avec le président du BL, avec cette école de 3 salles de classe. C'est vraiment... On parle même de marigots, encore de fleuves, je ne sais pas quoi. Mais même s'il y avait les conditions qui permettaient à ces enfants de quitter d'une localité à une autre localité, mais en ce que je sache, si en tout cas j'ai bien compris, on parle de 50 km. 50 km qu'il faut parcourir, même s'il faut partir avec des conditions normales, mais d'ici que vous n'arriviez pour des enfants, des adolescents, ça trouve que vous êtes complètement épuisé. Parce que avec ça, comment est-ce que vous allez affronter tranquillement les épreuves? Ça va être très compliqué. Parce que vous venez
venez d'abord, vous avez faim, vous n'avez pas bien mangé, il y a tout ça là, moralement abattu, vous êtes fatigué. Je ne parle même pas de cette histoire de Marigot, bien avant ça. Mais maintenant, ça vient s'ajouter, ça devient une situation pire, devient plus grave. Moi, je pense qu'on n'avait pas besoin de tout ça là. Tout ça là pouvait être évité. Vous vous rappelez, les années précédentes, on a parlé de la dame qui était avec son bébé, qui s'est déplacé, je ne sais pas, de Massantadou pour venir une semaine bien avant. Et quand vous venez, vous ne connaissez personne, vous avez besoin d'un logement, vous avez besoin d'être nourri, vous vous déplacez. Il y a tellement de problèmes, c'est tellement compliqué. Moi, je pense qu'avec tout cela, on parle encore d'histoire de caméras. Vous prenez seulement le prix de 10 caméras. En fonction de ce qu'on avait dit, les caméras de surveillance, je pense, si oui, mais bien sûr, on le sait, 10 caméras. Quelqu'un me disait la fois dernière que 10 caméras en raison de 600 000 francs, si c'est le cas, pour quelle qualité ça vous fait 60 millions de francs guinéens. Je pense que ça peut soulager, mais bien sûr, ça peut faire plusieurs bacs ou encore des salles de classe pour permettre aux enfants d'étudier dans les conditions normales et d'affronter. J'étais tellement choqué, je vous assure, j'ai versé les larmes. J'ai versé les larmes ce matin quand je venais. J'ai appris ça. C'est Toumou qui présentait le journal. Je m'en revenais pas parce que quand vous voyez les enfants, ne serait-ce que marcher à Conakry d'abord sous la pluie. Tout à l'heure là, quand il y a eu la forte pluie, pour 30 minutes, vous voyez, ça coïncidait avec la fin des épreuves. J'ai croisé les enfants, on était obligé de stopper. C'est vraiment difficile. C'est difficile, c'est incompréhensible, c'est inadmissible. Deux commentaires. Totalement inadmissible. Le premier, c'est toujours sur ce drame. Peut-être qu'il faut ajouter, c'est parce qu'on évoque aussi l'hypothèse de la surcharge comme facteur ayant entraîné le drame. Donc là aussi, par exemple, tous ceux qui s'occupent du volet transport à ce niveau-là devraient être interpellés. Par rapport à la réponse du ministre, à savoir que l'année prochaine, on va mettre un centre là-bas, je pense que ça, c'est une réponse politique à un problème conjoncturel. Parce que ce n'est pas nécessaire, il n'est pas, en tout cas, je n'ai pas la preuve, il n'est pas certain que la localité en question réunit les conditions pour qu'on y installe un centre. La carte scolaire obéit à des critères. Ce n'est pas le drame, c'est un drame, il y a de la compassion, il y a de la douleur, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut bondir tout de suite pour proposer des solutions, même si elles ne sont pas nécessairement adaptées. On aurait pu peut-être commencer par dire, il faut mener une investigation pour savoir dans quelles circonstances il y a eu le naufrage. C'est à la suite de ça on propose une réponse. Si on bondit comme ça, on donne une réponse, ce n'est pas nécessairement... L'année prochaine, on ne parvient pas à respecter l'engagement. Voilà. Ça va devenir une autre complication. Exactement. Une école pour combien d'élèves? Bien entendu. Pour ce que Sekou disait tout à l'heure, le caractère inapproprié de l'examen d'entrée en 7e. Dans l'absolu, je suis d'accord avec lui. Mais je pense que ça doit obéir. Pour qu'on en arrive à ça, il faut déjà qu'on réussisse à instaurer une rigueur dans l'évaluation dans les classes intermédiaires. Et imaginez, c'est le défi auquel on est confronté. Imaginez un seul instant les conditions dans lesquelles les gens sont en train de composer quand ce n'est pas un examen, quand les surveillants ne viennent pas d'ailleurs. C'est-à-dire, on risque de faire passer tout le monde au collège. On risque de faire passer tout le monde en tout cas de la première en 5e année. Exactement. Donc, je suis d'accord avec vous dans l'absolu, mais ça nécessite un travail au niveau des classes intermédiaires. Et pour moi, c'est à ce niveau où Guillaume Awing est en train de pêcher. Toute son attention est concentrée sur les examens. Il n'y a absolument rien qui se fait au niveau des classes intermédiaires. Oui, mais si c'est ça, 30 secondes, juste 30 secondes. Si c'est ça, ça veut dire que de la première année jusqu'en 5e année, les gens sont mal formés ou tout au moins mal évalués. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème qu'il faut régler avant aussi de se concentrer sur les examens. L'entrée en 7e, c'est le filtre ultime. On déploie beaucoup d'énergie en aval, en amont. Rien, on ne fait rien. Là, c'est grave. Oui, tolérance zéro, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, sous le signe du mérite. D'accord, mais monsieur le ministre, vous avez... Élevez un peu votre voix pour que les auditeurs et téléspectateurs puissent comprendre ce que vous dites. Je suis, comme je vous ai dit, dans une zone un peu difficile, où le réseau passe difficilement. Donc, si vous avez du mal à me recevoir... Non, mais là, si vous stationnez, puisqu'on ne dure pas avec vous,
les auditeurs pourront bien vous comprendre et même les téléspectateurs. Sans se barrer, question rapidement. Monsieur le ministre, avant le lancement de ces épreuves ce matin, vous avez certainement été informé, vous avez appris au même titre que tous les autres, le drame qui est survenu à Balato hier, avec la perte de 6 candidates à l'examen d'entrée en 7e. Il y a même effectué le déplacement. Alors, je voulais dire, quand vous mettez ce drame d'un côté et vous pensez aux innovations que vous avez mises au compte de l'examen de cette année, je veux parler des caméras en mode pilote, le code QR dont vous avez parlé précédemment, est-ce que vous ne vous dites pas que vous n'investissez pas là où il y a la priorité? Non, écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez investir là où il n'y a pas de priorité. Moi, je vous explique simplement. Allez-y. Allez, je vous en prie. Depuis que nous sommes venus aux affaires, nous avons fait un état des lieux. Et ce que vous appelez caméra, je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons pas investi 700 millions dans les caméras. Prenez votre bic et notez quelque part. Nous n'avons pas mis 700 millions dans les caméras. 700 millions de francs guinéens. Vous avez mis combien? Depuis que nous sommes venus, 700 millions de francs guinéens, nous n'avons pas mis dans les caméras. Non, vous aviez mis combien? Alors, nous avons 687 millions de francs guinéens dans les caméras. Deuxième chose, la rénovation des écoles, c'est l'une de nos priorités. La formation des formateurs, l'une de nos priorités. La qualification du système éducatif, l'une de nos priorités. La formation des formateurs, depuis qu'ils sont venus. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais interrompu la formation des formateurs. L'école guinéenne, je l'ai toujours dit, elle était comateuse. Nous avons fait combien d'années les formateurs n'étaient pas formés? Depuis que nous sommes là, tous les mois, pendant les vacances, nous formons les formateurs. Combien d'années il a dit? Ça, ce n'est pas vu, ça, ce n'est pas vu, ça, ce n'est pas dit. Et c'est une priorité des priorités. La construction des écoles, nous avons hérité des écoles en gare, j'ai fait tout le pays. Et aujourd'hui, combien d'écoles? Il y en a encore des écoles en gare, monsieur le ministre. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et même cette question de formation, c'est à discuter. L'école guinéenne, vous avez parlé des priorités. L'école guinéenne ne date pas de 2021. La première loi d'orientation de l'école guinéenne c'était depuis 1959, une année après notre indépendance. Nous avons hérité d'une situation catastrophique. À l'instant où je vous parle, nous sommes en train de construire 1000 écoles sur toute l'étendue du territoire. La dernière fois, nous avons lancé ça et c'est en train de se faire. 1000 écoles ou 1000 salles de classe? 1000 écoles, 1000 salles de classe avec toute la commodité. Oui, non, mais école, c'est quoi? C'est la commodité. La précision, elle est importante, oui. 1000 écoles. Une école, c'est quoi? Une école, c'est quoi? C'est un centre d'instruction et d'éducation. Non, on veut juste les chiffres, monsieur le ministre. 1000 écoles ou 1000 salles de classe? 3 salles de classe, 4 salles de classe, 5 salles de classe. Une école commence par une salle de classe. Je ne sais pas ce que vous voulez. On part du principe que c'est 1000 salles de classe. Continuons. Deuxième chose. 59 écoles du côté de Fouta. En construction. Précision mathématique. Et nous avons moralisé les examens nationaux. Nous avons moralisé l'école guinéenne. Les caméras de surveillance, ce qui se passe sous d'autres cieux, dès que tu fais en Guinée, c'est compliqué. Nous sommes dans un pays. Mais sauf que nous refusons de nous décourager. Non, mais, quand on entreprend quelque chose, on va jusqu'au bout. Nous avons dit que cette année, nous allons expérimenter les caméras de surveillance. Les gens se sont mis à faire des calculs. Je vois des calculs. Aucun journaliste. Mais vous avez posé une question, permettez que je termine. Allez-y. Aucun journaliste s'est déplacé pour aller au département demander, vous avez mis combien dans ces caméras? Je vois tout le monde s'acharner. Et moi, je vous dis ici, je l'ai repris, nous n'avons pas mis 700 millions dans ces caméras. Oui, mais vous avez mis combien? Il a dit 687 millions. Ça ne s'achète pas. Les potes QR, ça ne s'achète pas. Nous avons un service informatique au département. Nous n'avons pas donné un franc. Retenez, écrivez, notez quelque part. Un franc, nous n'avons pas donné. Le directeur du service examen est un informaticien qualifié. Celui qui a développé ça. Nous n'avons pas donné un franc. Personne n'a cherché à savoir. Vous êtes mis à dire des choses.
Moi, on riait, on n'a rien. Nous avons conçu ça. Ça se fait sous d'autres cieux. J'expérimente ça chez toi, les gens crient. Personne ne vient pour poser la question. Voilà qu'est-ce que vous avez vu. Tout le monde pense que tu as dit des milliards. Personne ne prend la peine pour venir savoir si on a mis 0 francs. Je vous dis 0 francs. Et l'année dernière et cette année, ce que vous appelez code tiers, 0 francs. Nous avons un informaticien. Actuellement, il est interné. Ceux qui sont internés, nos inspecteurs disciplinaires. D'accord. Il fait partie, c'est le directeur du service examen. 0 francs, noté quelque part. Mais je vois tout le monde dire qu'il a mis 0 francs. Donc c'est pour vous dire que les gens ne vont pas à l'information. Et si on ne va pas à l'information, on va divulguer de fausses informations. Je suis d'accord. Alors on va avancer, monsieur le ministre. Une autre question. Non, une autre question, allez-y. Non, ça, on est déjà éclairé. Allez-y. Monsieur le ministre, je voudrais juste vous rassurer, nous sommes dans le cadre d'un débat. Nous sommes dans le cadre d'un débat, nous vous avons en face, nous vous posons une question. Ce n'est pas une question d'acharnement. La question qui est posée, nous ne sommes pas des inquisiteurs. Au-delà des montants, la question est de savoir, quand on s'est réveillé ce matin avec le drame qui s'est passé ailleurs, on se dit, est-ce que c'est raisonnable dans un pays où on a ce type de drame de parler de caméras de surveillance en examen, même si c'était gratuit? Ce n'est pas une question d'argent. J'avoue très honnêtement que je ne comprends pas votre question, mais je vais me forcer à la répondre. Allez-y. La première des choses, moi j'étais en partage du parti Azélékoé. Nous avons été saisis qu'il y a eu ce drame du côté de Sigiri. C'est ce qui fut fait. L'autorité m'a instruit de m'y rendre automatiquement pour savoir ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Tout le monde m'a vu là-bas. Et pour votre information, si vous avez un but que noter quelque part, ça fait 20 ans que ce drame arrive là-bas. 20 ans. Pas avec les élèves, hein. 20 ans que cela arrive là-bas. J'étais là-bas, ils nous ont expliqué. C'est la toute première fois que ça arrive aux élèves. 20 ans que cela arrive là-bas. Il y a des choses qui se passent. Moi, je n'ai pas d'explication. Et c'est là-bas même que les filles ont été enterrées. Au Marigot, là-bas. Ça fait 20 ans que cela arrive. Cette fois-ci, c'est arrivé aux élèves. Moi, en tant que ministre de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation, je me suis rendu. Nous avons partagé leur malheur. Qu'est-ce que nous avons fait? Aussitôt, j'ai dit, et il y a 2 possibilités pour votre information. Quand tu veux quitter ce village pour le centre, il y a une voie routière, il y a une route qui passe par le Marigot. Et ils ont pris la voie qui passe par le Marigot. Et Dieu a fait que ça s'est passé. En tant que croyant, je me peux dire pour le moment que c'est Dieu. Et nous avons prié pour le repos de leur âme. Nous étions touchés du plus profond de nous-mêmes. Aussitôt, je me suis rendu là-bas, sur l'instruction de l'autorité. Je suis allé, je dis ceci. Vous esquivez la question, monsieur le ministre. Non, mais vous esquivez. La question n'est pas par rapport au drame, votre responsabilité dans le drame. Non. La question n'est pas là. On parle d'opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'objectifs, avec tout ce qui se passe, avec tous ces problèmes, il était important d'aller justement avec votre projet d'expérimentation de caméras, justement? Oui, mais il peut vous dire si le drame n'était pas intervenu. J'avoue très honnêtement que je ne comprends pas votre question. Le drame n'a fait que révéler les défis. Hein. Nous avons... les caméras sont déjà là. Nous sommes en train d'expérimenter les caméras. Il y a eu un drame. Où est le lien? D'accord, on va progresser. Où est le lien? Honnêtement, monsieur le ministre, alors on a parlé du problème des caméras tout à l'heure. C'est parce que quelque part le ministère, je me dis, n'a pas fait une communication là-dessus, parce que le chiffre que vous venez d'avancer, à savoir 687 millions, moi à ma connaissance c'est maintenant que j'apprends. Et si le ministère avait communiqué sur le prix, je pense que les médias n'allaient pas se permettre de faire cette spéculation. Ma question, c'est concernant surtout la formation des enseignants. Vous avez dit que les formations sont souvent organisées, mais il s'agit de quelle formation? Parce que le plus souvent c'est des formations de 2 jours, 3 jours. Est-ce que vous pensez que le renforcement de capacité, est-ce que vous pensez oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'avec 2 jours, 3 jours de formation, ça peut amener à ces enseignants d'être bien formés pour pouvoir former les enfants? C'est vous qui annoncez ces jours, 2 ou 3 jours. C'est vrai, c'est pas des formations pour être, c'est quand même des enseignants qui sont en classe. C'est le renforcement des capacités. Par exemple,
nos inspecteurs disciplinaires qui sont internés, avant d'être internés, c'est un tout petit exemple, ils ont été formés en docimologie. La docimologie, c'est la science des examens. La formulation des items, ils ont été formés. Aujourd'hui, ils sont là-bas. L'année dernière, la formulation des années passées, d'ailleurs, même pas l'année dernière. Moi, j'ai commencé l'année dernière. Mais pour la formulation des sujets, ça criait partout. Il y avait des erreurs, tout ça. Là, ils ont été formés en docimologie, par exemple. Eux, ils sont là-bas. Regardez la formulation des sujets cette année. Vous allez voir, vous allez sentir qu'ils ont reçu une formation. Donc, ce sont des formations de ce genre, beaucoup de formations de ce genre que nous sommes en train de faire. En pédagogie, en plein de choses. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des formations continues. Ce même groupe vient aujourd'hui, il fait une semaine ou 2 semaines, ou 4 jours ou 5 jours. Une autre fois, ils sont programmés aussi. Ce n'est pas des formations. Nous avons la direction de la formation continue. Donc, ces formations, c'est comme ça. Un professeur ne peut pas laisser les cours pour venir s'asseoir pendant 2 mois, 1 mois et suivre les cours. Ce sont les élèves qui vont perdre. Ce sont des programmations programmées sur toute l'étendue du territoire qui doit toucher tous les enseignants. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui, monsieur le ministre, pour une précision ou pour des précisions mathématiques à l'image du QR, dites-nous, une caméra vous a coûté combien et vous en avez acheté combien? Et par rapport aux 1000 salles de classe ou écoles, dites-nous, on veut avoir de précisions autour aussi des montants qui ont été affectés pour la construction de ces salles de classe. Parce que ça fait partie aussi de vos réformes, monsieur le ministre. Écoutez, les caméras d'abord, c'est un appel d'offres. Tous les contrats se passent par appel d'offres. Et quand on dit appel d'offres, le seuil est connu. Quand le seuil est connu, voilà, tout ce qui rentre dans cet engrenage ne dépasse pas, ce que j'ai dit, ne dépasse pas 700 millions. Maintenant, l'unité, faire tout ce que vous connaissez, envoyer des caméras, aller installer dans les centres à haut risque, tout ce que vous comprenez là, ça rentre dans ça. Donc, le prix unitaire, ainsi de suite jusqu'à l'enseigne, tout rentre dans cette somme. Maintenant, par rapport au business, le coût. Oui, les 1000 salles de classe, les 1000 salles de classe, c'est 50 millions de dollars. Mais ça, c'était public. C'était public. Nous avons le Premier ministre même qui a lancé la cérémonie de pose de première pierre du côté du Casa. 50 millions de dollars pour 1000 salles de classe. 1000 salles de classe, oui. 50 millions de dollars. Wow. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler, mais dès qu'une petite chose est faite, tout le monde ignore ce qu'il est en train de faire. Tout le monde change sur ce qu'ils ne comprennent pas. Tu ne vois personne qui vient te demander. Mais c'est ça aussi le travail des journalistes. Vous dites que le département n'a pas communiqué. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir l'information? C'est ça le problème aussi. Il me semble qu'il revient aussi aux journalistes, avant d'affirmer ou infirmer, de partir à la source. Mais deux fois, quand je suis derrière mon ordinateur, je vois des choses, moi, ça me fait rire. Et moi, je n'ai pas le temps, nous n'avons pas le temps de sortir, d'expliquer toutes les choses que nous faisons. Nous avons hérité d'une école combatteuse. Et croyez-nous que notre mission, nous allons la continuer. Il y a d'autres qui disent le ministre des examens. La mission va être continuée. Il y a cette autre question. Vous permettez, on va échanger, monsieur le ministre. On va avancer. Il y a Baïla Amadou Traoré, un des chroniqueurs de l'émission, mais qui n'est pas du jour. Il veut savoir combien d'enseignants ont été recrutés ou formés pour résorber le déficit d'enseignants en un an. Écoutez, vous avez vu, c'est le lieu de dire merci à l'administration du territoire. Nous avions hérité d'une situation où il y avait manque de plus de 20 000 enseignants. Je dis bien 20 000 enseignants. Et le gouvernement a recruté des enseignants contractuels. Plus de 18 000 enseignants contractuels. Ils nous ont aidés cette année, qui ont mouillé le maillot pour nous et qui ont travaillé. Ils nous ont aidés. Donc pendant les vacances, nous sommes en train de nous battre pour voir éventuellement comment nous pouvons régulariser la situation de ces anciens contractuels. Nous sommes en train de nous battre pour voir comment nous pouvons recruter ces enseignants contractuels à la base du texte, bien sûr, du concours, bien sûr, pour résoudre ce problème de déficit en enseignants.
Il veut savoir également, est-ce que les programmes cette année, les programmes de l'éducation ont été revus? Ben écoutez, les inspecteurs étaient sur le terrain. Voici des choses pratiques dont les gens ne parlent pas. Depuis combien d'années avant que nous ne soyons alors là? Alors la question vous a été posée là. Les programmes étaient achevés. Moi, je suis en train de vous expliquer comment ça se passe. Je pense que vous... Avant qu'on aille aux examens, comment ça se passe, c'est ce que je vous suis en train de vous expliquer. Les inspecteurs ont fait le tour de tous les pays. De tout le pays. Et ils sont revenus avec les statistiques, le niveau d'avancement des programmes dans chaque tirée. Ils nous ont dit voici. Monsieur le ministre. À partir d'un certain pourcentage, on peut aller aux examens. Et aujourd'hui, allez-y. Vous avez peut-être vos hommes partout. Vous êtes un média quand même suivi un peu partout. Demandez-leur de faire les investigations. Aujourd'hui, presque tout le monde est à 100% d'exécution des programmes. Non, monsieur le ministre, je pense que... Là n'est pas la question. Voilà. Il veut savoir, est-ce que les programmes donc ont été amendés pour les adapter à notre contexte d'aujourd'hui? Voilà, aux exigences du moment. Et ça, c'est une très bonne question. Le COC est là, le cadre d'orientation curriculaire. Nous travaillons avec le BIE. Le contrat est passé. Le paiement est effectué. Le BIE est spécialiste en formulation de programmes. Nous sommes en train de travailler avec le BIE. Tout est fini. Et l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons commencer avec le nouveau programme. Et là où je suis en train de vous parler comme ça, quand je venais à Tidjiri, le BIE était ici en Guinée, les missionnaires. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes d'accord, ça c'est une très bonne question. Le programme guinéen est vieillissant. Ça fait partie des réformes que nous allons apporter à l'école guinéenne sous le règne du CNRP. Et ça c'est une réforme très majeure. Et tout est déjà là. Tout est fini, ils sont en train de travailler sur le programme. Ils sont à fond dans le travail. Alors, si je vous ai bien compris, vous dites que l'année scolaire prochaine va commencer avec de nouveaux programmes. Ça, c'est juste une question de précision. Sinon... Oui, je dis bien. Oui. L'année scolaire 2024. D'accord. Nous allons commencer avec le nouveau programme. Alors, la question que j'avais, c'est ce que soulignait tout à l'heure M. Sekou, c'est la pertinence de toujours organiser l'examen d'entrée en 7e année. Est-ce que c'est encore pertinent de maintenir cet examen-là? Est-ce qu'on ne devrait pas qualifier l'évaluation des classes intermédiaires de la première à la 6e année et comme ça procéder de la même façon pour le passage en 7e? C'est l'idéal. Vous savez, dans ce pays, tout le monde est spécialisé en tout. C'est très grave, c'est très grave. Tout le monde est spécialisé en tout. Je vais répondre à votre question. Allez-y. Moi, j'étais je bouge. Je suis le ministre de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation. Tous les pays qui se sont débarrassés des examens de 6e année, on regrette aujourd'hui. Je prends l'exemple sur Mali. Oui, c'est le ministre qui est en train de vous parler. Hein. Je vous dis, c'est le ministre qui vous parle. Oui, je prends l'exemple sur le Mali. Le Mali, je suis avec cette ministre, la ministre du Malienne. Elle me dit ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est le fait que nous avons supprimé l'entrée en 7e. Ils sont en train de ramener. Vous allez apprendre que le Mali va ramener l'examen d'entrée en 6e année. La première des choses. La deuxième des choses, avant d'arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? C'est ça la bonne question. Quand est-ce qu'il faut supprimer l'entrée en 7e? C'est ça la bonne question. Donc nous aussi, la suppression du deuxième bac, c'est un regret? La suppression du deuxième bac. Du bac 1, j'allais dire. Bac 1. Oui, mais écoutez, vous savez, il y a un adage qui dit que la force d'un baobab réside dans ses racines. La formation, la vraie formation, c'est au bas âge, pour votre information. L'école guinéenne, je vous ai dit la dernière fois qu'elle était commenteuse, et je reviens. Pourquoi je le dis? Parce que le socle n'était pas là. Le passage est automatique. Ce que je regrette aujourd'hui, mon problème, c'est quoi? C'est comment maîtriser le mouvement dans les classes intermédiaires. Toute mon énergie s'est focalisée là. Nous sommes à fond dans le travail. Comment maîtriser le passage dans les classes intermédiaires? Et absolument, il faut avoir un identifiant unique. C'est difficile, c'est très compliqué certaines choses. Les élèves passent. Il y en a qui sont dans certaines écoles publiques. Quand ils redoublent, ils prennent leur plic et claque, ils vont dans d'autres écoles, ils se font inscrire même s'ils n'ont pas le niveau. Et ils sont en classe supérieure. Le seul moyen aujourd'hui
aujourd'hui pour décanter cette situation, c'est la 6e année. Imaginez que vous enlevez ça aussi. Mais le passage sera automatique. Moi, je ne peux pas forcément partir voir un fondateur, lui dire ton élève, tu ne dois pas inscrire cet élève ici. De fois, eux-mêmes, ils créent, ils ont des bulletins de notes là-bas qui créent. L'enfant vient avec ses bulletins de notes, certaines écoles, ils laissent ces bulletins de notes, eux-mêmes, ils créent, ils mettent les élèves dans les classes. C'est un élève qui n'a pas eu sa moyenne dans une autre école. Comment maîtriser telle situation si vous n'avez pas une identité unique? Que les élèves, tous les élèves de la République s'inscrivent sous cette identité unique. C'est ce que nous sommes en train de développer. Quand nous aurons ça et qu'on aurait maîtrisé cette situation, on pourrait éventuellement penser à éradiquer la 6e année, voir. Mais c'est ça la bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Est-ce que les préalables sont là avant d'enlever les examens de 6e année? Mais quand vous enlevez, les préalables ne sont pas là. Vous ne maîtrisez pas le mouvement des élèves, vous allez vous tordre le doigt, vous allez regretter, vous allez agenouiller davantage l'école guinéenne. Voilà. Guillaume Mawinga, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, nous savons que vous avez un parcours à effectuer. Nous n'allons pas vous retarder pour très longtemps. Merci à vous d'être passé dans cette émission. La chaussée est très glissante. Beaucoup de prudence dans la circulation. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Allez. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. Il a dit, en Guinée, Guillaume Mawinga l'a dit que tout le monde est spécialiste partout. Parce qu'à l'entendre, c'est il est en train de se noyer comme l'école guinéenne s'est noyée parce que quelqu'un qui se perd dans ses théories, je reconnais en lui être un grand théoricien, mais un très piètre, comme excuse du terme, praticien. Parce que jusque-là, il n'est que dans les constats. Quel acte Guillaume a posé aujourd'hui qui va dans la qualification de l'école guinéenne? Parce que jusque-là, on a affaire avec un médecin qui n'a posé que le diagnostic, mais malheureusement, qui éprouve des difficultés à apporter des remèdes efficaces face au diagnostic qui a été posé. Et même le diagnostic... c'est un diagnostic très mal posé, parce que ça aussi, c'est un problème. Parce que vous avez vu sur la question des examens de la suppression, il dit qu'il faut attendre qu'on pose des jalons, il dit que le Mali a regretté, mais il faut poser les jalons, parce qu'on sait que, comme on l'a rappelé, c'est aujourd'hui, c'est la vache à lait de tous ceux qui viennent dans ce secteur ou des gens qui sont nommés à la tête de ce département. Ça, c'est le premier aspect. L'autre considération qui aujourd'hui devrait nous intéresser, c'est par rapport au montant, 50 millions de dollars pour 1000 salles de classe. Et vous divisez les 50 millions de dollars par 1000, on a 50 000 dollars par salle de classe. Et 50 000 dollars, ce qui fait 445 millions à raison de 890 000 le dollar. 8900 le dollar. Donc, ce qui veut dire 445 millions. Alors qu'on connaît une salle de classe, on ne connaît même pas les caractéristiques. Non, mais il a dit école, non? Non, c'est la salle de classe. Il a dit que une école commence par une salle de classe. Donc, ce qui veut dire. Mais je me dis que c'est un fiasco. On ne peut pas laisser ça passer dans un état normal. Aujourd'hui, on devrait les amener à se prononcer. Et surtout, il dit que c'est le Premier ministre qui a présidé au lancement de ces travaux. Non, quand on est cité. Non, peut-être que c'est une salle de classe avec Wi-Fi et tout ce qui s'ensuit, avec du matériel informatique. Si c'est ça, on peut comprendre. N'oublions pas que la quasi-totalité des écoles, c'est la rénovation. C'est la rénovation, c'est pas la construction. On va progresser rapidement. Vraiment, très peu de choses sur l'intervention du ministre Guillaume Mawinga. Je l'ai trouvé, d'abord il a confirmé une chose, c'est que pour le moment il ne s'occupe que de la périphérie, parce que il admet que tous les problèmes qu'il a, c'est au niveau des classes intermédiaires, qu'il ne maîtrise pas le mouvement dans les classes intermédiaires, et ça, on va dire bientôt 2 ans à la tête de ce département. La première question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? En admettant ça, c'est un aveu d'échec. La deuxième chose, c'est la contradiction.
Maman l'a relevé tout à l'heure. Quand il dit, d'une part, tous ceux qui ont supprimé l'entrée en 7e le regrettent. Ouais. Ensuite, le même ministre dit, pour supprimer l'entrée en 7e, il y a des préalables. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un objectif vers lequel on peut aller, mais lui, à la limite, qu'il nous dise que la Guinée ne réunit pas ces conditions. Ne réunit pas ces conditions. Donc, on peut même mettre en doute le fait que la ministre malienne lui ait confié qu'elle regrette la suppression de l'entrée en 7e. Voilà.